3 semaines après l'enterrement de mon mari, ma belle-mère était déjà dans ma cuisine. Elle avait une liste. La maison, le cabinet, les comptes, tout. Elle ne voulait même pas de son propre petit-fils. Elle pensait récupérer un empire. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon mari m'avait laissé une enveloppe. Et quand je l'ai ouverte, j'ai compris que la vraie héritière, ce n'était pas celle qu'elle croyait. Il y a des matins où tu comprends, avant même d'avoir ouvert les yeux, que quelque chose a changé de façon permanente. Ce matin-là, c'était un mardi. Dehors, la lumière était grise, plate, sans intention. Et dans ma cuisine, ma belle-mère était assise à ma table, les mains posées à plat sur le bois, comme quelqu'un qui prend possession d'un territoire. Elle m'attendait depuis combien de temps? Je ne sais pas. Mais elle avait utilisé son double de clé. Elle s'appelait Hélène. 62 ans, les cheveux courts. Une façon de parler qui ne laissait jamais de place au silence. Elle avait fondé son propre cabinet de gestion patrimoniale il y a 20 ans, après son divorce. Une femme qui avait appris à construire seule, et qui ne pardonnait à personne de ne pas lui en être reconnaissante. Ce matin-là, elle m'a regardé entrer dans ma propre cuisine, et elle a dit, avec ce calme qui était chez elle une forme de cruauté, « Je pense qu'il est temps qu'on se parle de la suite. Mon mari, Mathieu, était décédé 3 semaines plus tôt, crise cardiaque, rapide. Sans signe avant-coureur du moins, c'est ce que je croyais encore à ce moment-là. Il avait 41 ans. Nous étions mariés depuis septembre an. Notre fils, Lucas, en avait 5. Je me suis assis en face d'elle. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Elle voulait récupérer le cabinet d'architecture que Mathieu avait construit. Elle voulait la maison qu'elle avait contribué à financer au départ. Elle voulait les comptes professionnels, les contrats en cours, les droits sur les projets signés. Elle avait une liste, une vraie liste, écrite à la main, sur une feuille de papier qu'elle a posée sur la table entre nous deux. Et puis elle a ajouté, presque en passant, comme une information administrative. Pour Lucas, je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Il a sa place avec toi. C'est cette phrase-là qui m'a traversée sans que je bronche. Pas les revendications sur la maison, pas la liste. Cette phrase. Elle venait de me dire qu'elle voulait tout ce que son fils avait bâti, sauf son fils lui-même et sauf l'enfant de son fils. Je me suis levée, j'ai versé un café que je n'ai pas bu, et j'ai dit que j'allais réfléchir. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre ce qu'était Hélène dans la vie de Mathieu. Elle n'était pas une mauvaise mère au sens ordinaire du terme. Elle était pire que ça, elle était indispensable. Elle avait payé les études de Mathieu, les premières années du cabinet, le premier employé, et elle s'en souvenait à chaque repas de famille, à chaque occasion, à chaque fois que Mathieu prenait une décision sans la consulter. Moi, j'avais travaillé pendant 10 ans comme assistante de direction, dans une agence d'urbanisme, avant de prendre un poste à mi-temps pour m'occuper de Lucas. Hélène ne m'avait jamais considérée, autrement que comme une parenthèse dans la vie de son fils. Elle m'appelait la femme de Mathieu dans les conversations, jamais par mon prénom clair. La première fois qu'elle l'avait fait en ma présence, Mathieu avait ri. La seconde fois, il avait regardé ailleurs. La troisième fois, j'avais compris que c'était structurel. Nous avions appris à coexister, Hélène et moi. Pas à nous apprécier, à coexister. Et ça avait fonctionné, d'une certaine façon, tant que Mathieu était là pour occuper l'espace entre nous. Maintenant cet espace était vide. La lettre de l'avocat est arrivée 5 jours après sa visite dans ma cuisine. Cabinet Renard et Associés, Paris 8e, Hélène contestait le testament de Mathieu. Elle invoquait sa contribution financière initiale au cabinet, un apport de 140 000 €, effectué 12 ans plus tôt pour revendiquer une part de la succession. Elle demandait également le remboursement de cet apport, avec intérêt au titre de créance sur la succession. 2 fronts juridiques simultanés. Elle avait réfléchi à ça avant même que Mathieu soit enterré. Mon notaire m'a conseillé de me défendre. Mon amie Sophie, avocate spécialisée en droit de la famille, m'a dit la même chose. Elles avaient toutes les deux raison sur le fond, mais quelque chose m'empêchait de répondre immédiatement. Une intuition, encore floue à ce stade, que la réponse la plus évidente n'était pas forcément la plus intelligente. Pendant ce temps, Hélène n'attendait pas. Elle s'est présentée au cabinet de Mathieu Atelier-Verdier, 6 personnes. Des projets en cours dans 3 régions et a commencé à se comporter comme une associée de fait. Elle a convoqué une réunion avec les collaborateurs. Elle a demandé les carnets de commandes, les devis en attente, les échéanciers de paiement. Elle a rencontré les clients principaux en se présentant comme représentant la famille. Elle n'avait aucune compétence en architecture, aucun mandat légal, mais elle avait une assurance absolue. Et dans le vide laissé par la disparition soudaine de Mathieu, les gens avaient besoin de s'accrocher à quelque chose. Plusieurs clients ont commencé à transférer leurs dossiers vers d'autres cabinets. Par prudence, la secrétaire historique du cabinet, une femme qui travaillait avec Mathieu depuis le début, m'a appelé un soir pour me dire qu'Hélène lui avait demandé d'imprimer tous les contrats.
signés des 3 dernières années. Elle les avait emportés dans un cartable. J'ai écouté sans m'agiter. J'ai simplement dit que je prenais note. Son fils, Édouard, le frère cadet de Mathieu 34 ans, sans emploi stable depuis longtemps, qui vivait dans l'appartement d'Hélène avec le statut d'invité permanent avait, lui aussi commencé à se montrer. Il est passé devant la maison plusieurs fois. Une fois, il a sonné et m'a expliqué, avec ce mélange de désinvolture et de malaise qui lui était propre, que sa mère lui avait demandé de prendre des photos de l'état général de la propriété. Je lui ai fermé la porte au visage, poliment mais fermement. Le soir même, Hélène m'a envoyé un message pour me dire que j'étais agressive et peu coopérative. Il y avait quelque chose que je n'avais dit à personne. 2 semaines avant sa mort, Mathieu m'avait demandé de venir le rejoindre dans son bureau, un soir après que Lucas soit endormi. C'était inhabituel. Il avait l'air fatigué d'une façon que je ne lui connaissais pas. Pas le genre de fatigue qui se soigne avec du sommeil. Il m'avait montré une enveloppe, Kraft, fermée, avec mon prénom écrit dessus de son écriture serrée. Si quelque chose m'arrive, avait-il dit, tu ouvres ça avant de parler à qui que ce soit. Je lui avais demandé ce qu'il voulait dire. Il avait souri d'une façon qui ne ressemblait pas à une réponse. Il avait dit que tout allait bien, que c'était juste une précaution, que les architectes aussi avaient le droit d'être prudents. Je n'avais pas insisté. Peut-être que j'aurais dû. L'enveloppe était dans le tiroir de son bureau depuis sa mort. Je ne l'avais pas encore ouverte, parce que quelque chose en moi repoussait le moment où sa voix deviendrait du passé définitif. Ce soir-là, après la visite d'Édouard, j'ai ouvert le tiroir. J'ai posé l'enveloppe sur la table. J'ai regardé mon prénom écrit de sa main, et j'ai décacheté le rabat lentement, comme si la lenteur pouvait changer quelque chose. Il y avait 3 documents à l'intérieur. J'ai lu le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Je suis restée assise sans bouger pendant peut-être 40 minutes, les yeux sur la dernière page, pendant que la maison faisait ses bruits ordinaires autour de moi, le réfrigérateur, la chaudière, un camion au loin. Ce que Mathieu avait préparé était si précis, si méthodique, si complètement contraire à l'image que tout le monde avait de lui. L'architecte impulsif, le mari distrait, le fils qui ne savait pas dire non à sa mère, que j'ai compris, pour la première fois depuis 3 semaines, que je n'avais peut-être pas à avoir peur. Le lendemain matin, j'ai rappelé Sophie. Ma voix avait changé. Je l'ai senti le remarquer dans le silence qui a suivi mon premier mot. Je ne veux pas me battre, lui ai-je dit. Je veux lui donner tout ce qu'elle demande. Un long silence. Clair. Tout la maison, le cabinet, les comptes de la succession, tout en échange d'une seule chose. Sophie n'a pas répondu tout de suite. Et dans ce silence, j'ai compris qu'elle commençait à entrevoir quelque chose. Ce que Mathieu avait mis dans cette enveloppe allait changer. Chaque calcul qu'Hélène avait fait, elle ne le savait pas encore. Ce n'était pas une dispute ouverte. C'était une succession de décisions prises sans concertation. Un message envoyé tard dans la nuit. Une réunion annulée au dernier moment. Une explication trop brève pour être convaincante. Au début, cela semblait anodin. Personne ne voulait dramatiser la situation. Mais les détails ont commencé à s'aligner. Les absences devenaient plus fréquentes. Les réponses plus vagues. Les engagements moins clairs. Un climat d'incertitude s'est installé. Chacun observait sans vraiment commenter. La prudence remplaçait la spontanéité. Les discussions perdaient leur fluidité naturelle. On évitait certains sujets sensibles. Les non-dits prenaient plus de place que les mots prononcés. La confiance ne disparaissait pas, mais elle changeait de forme. Elle devenait conditionnelle. Et cette nouvelle réalité redéfinissait silencieusement l'équilibre. Sophie est venue chez moi le lendemain matin avec son carnet et 2 cafés à emporter. Elle s'est assise, j'ai posé l'enveloppe entre nous, et elle a lu en silence. Elle a pris 20 minutes. Elle n'a pas décroché un mot pendant tout ce temps. À la fin, elle a refermé le dernier document. Elle a posé ses lunettes sur la table. Et elle m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue en 15 ans d'amitié. Il avait tout prévu, a-t-elle dit. Oui. Depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement. Mais au moins 1 an, d'après les dates. Sophie a repris son stylo. Elle a commencé à écrire très vite. Voilà ce que contenait l'enveloppe. Le premier document était une lettre personnelle. Mathieu m'écrivait comme il parlait quand personne d'autre n'écoutait. Directement, sans ornement, avec cette façon qu'il avait de nommer les choses sans les dramatiser. Il me parlait de Lucas, de certaines habitudes du matin qu'il ne voulait pas que j'oublie. Il me parlait d'un voyage qu'on avait prévu et jamais fait. Il me demandait de ne pas laisser Lucas grandir dans la tension, quelle qu'elle soit. Et à la fin, une seule phrase d'instruction: ne te bats pas sur leur terrain. Le terrain est déjà préparé pour toi. Le deuxième document était une confirmation de bénéficiaire. Mathieu avait souscrit une assurance vie septembre en plus tôt. Au moment où nous avons Lucas, le capital, 480 000 euros. Bénéficiaire désigné, Claire Verdier, son épouse.
Désignation mise à jour 8 mois avant son décès, un simple formulaire. Une signature, aucune procédure médicale requise. Ce capital ne faisait pas partie de la succession. Il m'était versé directement, hors succession, hors probate, hors de toute contestation possible. Hélène n'avait aucun droit dessus. Même en le sachant, elle n'aurait eu aucun recours. Il avait fait la même chose avec un contrat de capitalisation, ouvert à son nom, 112 000 euros. Bénéficiaire moi. Même mécanique. Même résultat. Hors d'atteinte. Le troisième document était le plus éloquent. C'était un état financier détaillé de l'atelier Verdier. Mathieu l'avait rédigé lui-même, à la main, avec des annotations dans les marges. Et ce document racontait une histoire très différente de celle que les chiffres de surface donnaient à voir. Le cabinet facturait environ 380 000 euros par an. C'est ce qu'Hélène avait vu dans les tableaux qu'elle avait emportés. Mais voilà ce qu'elle n'avait pas demandé à voir: un emprunt professionnel, contracté 2 ans plus tôt pour financer l'extension de l'agence. 165 000 euros, remboursable sur septembre an, avec une clause de remboursement immédiat en cas de changement de direction non approuvé par l'établissement prêteur. Un crédit bail sur le matériel technique, 4 200 euros par mois. Contrat irrésiliable avant terme. Dame charge sociale patronale en retard de régularisation, 38 000 euros, avec pénalité de retard qui courait depuis 6 mois. Et un litige en cours avec un maître d'ouvrage sur un chantier en région. Procédure engagée. Provision estimée par Mathieu lui-même à 90 000 euros minimum. En additionnant les dettes, les engagements contractuels et les provisions pour risque, le passif réel de l'atelier Verdier dépassait les 320 000 euros. Le cabinet ne valait rien, ou plutôt il valait exactement ce que les créanciers bien placés dans la file auraient la patience d'en extraire. Et la maison? Mathieu avait contracté une ligne de crédit hypothécaire 2 ans plus tôt pour absorber une partie des dettes du cabinet, 180 000 euros, ajoutés au capital restant dû sur le prêt immobilier initial. La dette totale sur la maison représentait 340 000 euros. La valeur estimée du bien dans le marché actuel, 360 000. Frais d'agence, frais notariaux, taxes sur la plus-value. Vendre la maison rapporterait, au mieux, quelques milliers d'euros. Au pire, il faudrait sortir de l'argent de sa poche pour boucler la transaction. Sophie a relu les chiffres 2 fois. Elle a posé son stylo. Elle veut prendre un passif de 320 000 euros en croyant prendre un actif de 380 000. C'est ce que les documents qu'elle a emportés lui permettent de croire, oui. Et toi, de ton côté, 592 000 euros, hors succession, déjà versés ou en cours de versement sur un compte à mon nom dans une banque où Mathieu n'avait jamais de compte commun avec moi. Sophie a soufflé lentement. Qu'est-ce que tu veux en échange? Une seule chose. La garde exclusive de Lucas, sans droit de visite pour Hélène ni pour Édouard. Elle abandonne la contestation du testament et toutes ses procédures. Je lui donne tout le reste. Sophie a contacté le cabinet Renard et Associés la semaine suivante. L'offre de règlement amiable qu'elle a transmise tenait en 2 pages. Claire Verdier renonce à tout droit sur les actifs de la succession, le cabinet d'architecture, la maison, les comptes bancaires au nom de Mathieu Verdier. En contrepartie, Hélène Verdier abandonne la contestation du testament, renonce à sa créance déclarée et reconnaît la garde exclusive de Lucas Verdier à sa mère, sans droit de visite ou d'hébergement pour aucun membre de la famille paternelle. L'avocat d'Hélène, Maître Renard, a rappelé Sophie dans la journée. Il voulait du temps, il voulait une expertise du cabinet, il voulait accès aux comptes détaillés. Sophie m'a rapporté la conversation mot pour mot. J'ai répondu accorder ce temps, c'était son droit. Mais l'offre avait une date d'expiration, 10 jours au-delà de laquelle je me défendrais sur tous les fronts simultanément. Hélène a refusé d'attendre. Je l'ai appris par Sophie, qui l'avait appris par Maître Renard lui-même, avec dans la voix ce mélange de résignation professionnelle et d'embarras que les avocats ont quand leurs clients ignorent leurs conseils devant témoins. Hélène lui avait dit qu'elle avait vu les chiffres, qu'elle connaissait la valeur du cabinet, que Claire capitulait parce qu'elle n'avait aucune ressource propre et qu'elle cherchait à sauver ce qu'elle pouvait sauver avant que les procédures ne l'obligent à tout lâcher de toute façon. Maître Renard avait demandé une semaine supplémentaire pour vérifier les comptes du cabinet. Hélène avait dit non. Elle avait dit que les délais coûtaient cher et que l'offre était claire. Elle avait signé. Je n'étais pas présente à la signature. Sophie y allait seule. Elle m'a envoyé un message à 16h42. C'est fait. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Lucas faisait ses devoirs à la table derrière moi. Je lui ai demandé s'il voulait des crêpes pour le dîner. Il a dit oui sans lever les yeux de son cahier. J'ai préparé les crêpes. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas vécu directement. Mais dans les semaines qui ont suivi, les informations me sont parvenues par fragments par la secrétaire du cabinet, par des connaissances communes, et une fois par Hélène elle-même.
La première semaine, Hélène a ouvert le courrier en retard qui s'était accumulé. L'établissement prêteur avait envoyé une mise en demeure. Le changement de direction du cabinet, sans accord préalable, déclenchait une clause contractuelle. Remboursement anticipé possible à leur initiative. Ils demandaient une réunion dans les 15 jours. La deuxième semaine, le maître d'ouvrage en litige avec le cabinet a transmis ses nouvelles conclusions. Son avocat réclamait 170 000 €. Provision révisée à la hausse après expertise complémentaire. La troisième semaine, les charges sociales en retard ont fait l'objet d'une relance de l'administration, avec mise en garde formelle sur les pénalités supplémentaires. Édouard, qu'Hélène avait installé au cabinet pour gérer les opérations courantes, avait passé ses premières journées à répondre aux appels sans comprendre la moitié des questions, et ses après-midi à chercher sur Internet comment fonctionne un cabinet d'architecture. Il avait signé un accord de paiement avec un fournisseur sans lire les conditions. Cet accord le rendait solidairement responsable, avec le cabinet, d'une dette de 19 000 €. Il avait demandé à sa mère de l'aider à sortir de cet engagement. Sa mère avait ses propres problèmes. Elle avait mandaté un comptable pour faire un audit complet. Le comptable avait passé 3 jours dans les fichiers et lui avait remis un rapport d'une 20aine de pages. Je n'ai jamais lu ce rapport, mais j'imagine assez précisément l'expression de son visage quand elle a tourné la première page de synthèse. Tout ce que Mathieu avait listé dans son enveloppe était là, noir sur blanc, validé par un professionnel qui n'avait aucune raison de mentir. Hélène a rappelé Maître Renard. Je n'ai pas entendu cette conversation, mais j'ai entendu dire qu'il lui avait lu à voix haute le paragraphe de l'accord, dans lequel elle reconnaissait accepter les actifs et passifs de la succession, dans leur état au jour de la signature, après renonciation expresse à toute expertise préalable. Elle a ensuite rappelé Sophie pour lui demander si je serais prête à renégocier certains points. Sophie lui a répondu qu'elle transmettrait. Elle m'a appelé juste après. Je lui ai dit de ne rien transmettre. Hélène m'a appelé une fois, directement. Un soir, tard. J'ai reconnu son numéro. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message. Sa voix n'avait plus rien de la femme. Assise à ma table avec ses mains à plat sur le bois. Elle parlait vite, elle cherchait ses mots, elle s'arrêtait au milieu des phrases. Elle disait qu'elle ne savait pas. Elle disait qu'elle avait cru comprendre. Elle disait que peut-être on pouvait trouver un arrangement. J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai effacé. Lucas a repris l'école en septembre dans un établissement que j'avais choisi près de notre nouvel appartement grand, lumineux, avec une cour intérieure plantée d'arbres. Le premier soir, il m'a demandé si on allait rester là longtemps. Je lui ai dit oui. Il a hoché la tête avec ce sérieux de petit garçon qui essaie de mesurer la stabilité des choses. Et il est allé ranger son cartable. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du bas. L'enveloppe Kraft était là vide. Maintenant, les documents classés ailleurs, en sécurité. Il ne restait que l'enveloppe elle-même, avec mon prénom dessus. Je l'ai gardée, pas pour me souvenir de ce qu'Hélène avait fait, pour me souvenir de ce que Mathieu avait pensé de moi, qu'il suffisait de me passer les bons documents et de me faire confiance pour le reste. Il n'avait pas eu tort. Au terme de cette histoire, il ne restait plus de certitude absolue, seulement des choix assumés et leurs conséquences. Rien n'a été totalement noir ou totalement blanc. Les nuances ont pris toute leur place. Avec le recul, certaines décisions paraissent inévitables. D'autres auraient pu être différentes. Mais à cet instant précis, chacun a agi selon ce qu'il pensait juste. Et c'est cela qui donne du sens à l'ensemble. Les émotions intenses du début se sont apaisées. Elles ont laissé place à une compréhension plus profonde. Comprendre ne signifie pas excuser. Cela signifie voir la situation avec plus de clarté. Il n'y a pas eu de fin spectaculaire, pas de scène éclatante, seulement une prise de conscience progressive, une évolution interne. Certaines histoires ne se ferment pas avec fracas. Elles se terminent dans le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'enseignements. Et parfois, ce sont justement ces fins discrètes qui transforment le plus durablement